Bien, bonjour. J'espère que vous n'êtes pas trop fatigué par ces 2 heures. Je vais peut-être commencer par me présenter. Donc, je suis Michel Brochier, ancien chef d'entreprise puisque j'ai pris une retraite bien méritée, moi je l'espère, et président de la commission insertion du MEDEF Rhône-Alpes. Donc vous avez devant vous un patron, j'allais dire fier de l'être, mais qui ne se sent pas du tout responsable de tous les maux de l'univers, comme certains aimeraient le dire. Donc, qu'est-ce que c'est que l'Institut Montaigne? L'Institut Montaigne, c'est la réunion d'un certain nombre de chefs d'entreprise qui, autour de Claude Bébéard, qui est donc le président directeur général de AXA, de Alain Mérieux, qu'on ne présente plus, et de Henri Lachmann, président directeur général de Schneider. Donc autour de ces personnes se réunissent pour des thèmes bien déterminés, des volontaires qui passent de l'ordre de entre 12 et 18 mois à réfléchir ensemble à raison d'une réunion par mois, ça dépend de la densité. Ainsi, nous, pour commettre ce petit opuscule, nous avons travaillé pratiquement 1 an et demi et nous étions donc un certain nombre, c'était très mixé. Il y avait un représentant d'Adecco France, il y avait un représentant d'une entreprise d'électricité qui s'appelle Kesa, il y avait un représentant d'Emmaüs, il y avait un représentant du Secours catholique, un représentant du mouvement ATD Quart-Monde. Donc on était une quinzaine et à chaque séance de travail on était à peu près, en fonction de nos emplois du temps, on était à peu près une dizaine et on a essayé de travailler sur l'entreprise. Comme je le disais tout à l'heure, l'entreprise est souvent, j'allais dire, mis au centre de tous les maux de l'univers. Et ce sont des assoiffeurs, ils ne pensent qu'une seule chose, c'est le profit, l'économie libérale, écraser les masses laborieuses, etc. Ah oui, pour tout vous dire, j'avais aussi un comparse que vous connaissez bien, qui s'appelle Jean Vanois, qui est grenoblois et qui devait être là et qui vient de me faire faux bon, mais Jean Vanois, qui est donc responsable CFDT, et à chaque fois qu'on arrivait, il me disait bonjour camarade patron, et je lui disais salut syndicat, et on a vraiment bien bossé ensemble. Donc si vous voulez, on a essayé de se dire l'exclusion, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre l'exclusion, qu'est-ce que l'on peut faire pour lutter contre la pauvreté. Et je crois que le titre que l'on a trouvé après beaucoup de réflexions, pauvreté, exclusion, ce que peut faire l'entreprise, c'est-à-dire que on a mis l'entreprise au centre de ce débat et de cette réflexion en disant l'entreprise a un rôle à jouer, de la même manière que l'école a un rôle à jouer, que l'État a un rôle à jouer. Bref, nous sommes tous solidaires et pour lutter contre l'exclusion et la pauvreté, eh bien, il faut prendre le problème par un bout et essayer de voir qu'est-ce que l'on peut faire pour travailler ensemble. Alors, je crois que dans le petit livre qui est ici, que je vais évidemment pas vous lire, mais dont je vais essayer de vous donner les grandes tendances. Bon, la première tendance, on s'est dit, mais attends, de quoi on parle? On parle de pauvreté, on parle d'exclusion. Est-ce que c'est la même chose? Non, c'est pas la même chose. On peut être pauvre sans être exclu et on peut être exclu sans être pauvre. C'est une lapalissade, mais c'était important. Et on a essayé, vous verrez, je vous conseille de vous procurer le livre parce que il est surtout très intéressant au niveau de tout ce que l'on a pu balayer
Et entre autres, on a essayé de balayer et de faire sauter des a priori. Les minima sociaux incitent à ne pas chercher d'emploi. Vrai ou faux? Vrai, le mode de calcul actuel du RMI, familial et différentiel, fait qu'accepter temporairement quelques heures de travail n'apporte pas de supplément de revenus et qu'en fin de contrat, les familles peuvent se retrouver au moins avec le RMI pour vivre. Ça, c'est vrai. Faux. Faux. Les minima sociaux n'assurent ni la sécurité monétaire, présente et à venir, ni la reconnaissance sociale que procure un emploi rémunéré au moins au SMIC. Donc, si vous voulez, on a pris toute une série de questions pour essayer de planter le décor. Les pauvres ne payent pas d'impôts. Vrai, les personnes n'ayant pas ou peu de revenus ne payent pas l'impôt sur le revenu. Faux. Ces personnes dépensent la plupart de leurs revenus en biens de consommation et donc payent un impôt, la TVA. Donc, si vous voulez, on a peut-être enfoncé un certain nombre de portes ouvertes, mais je crois que c'était important de planter le décor et de dire essayons de balayer les a priori et essayons d'aller au fond des choses, c'est-à-dire de voir, une fois qu'on sait un petit peu, enfin qu'on a défini ce que c'était que la pauvreté, qu'on a défini ce que c'était que la précarité, eh bien on pouvait essayer de trouver des solutions. Et en fait, on a trouvé un certain nombre de solutions et on a sorti un certain nombre de propositions. Alors je me propose de simplement vous donner ces propositions et de donner quelques exemples de côté positif et côté négatif. Proposition numéro 1, nous nous adressons à l'entreprise. Très important. Recruter des personnes employable bien que précaire. C'est-à-dire qu'une personne qui est en chômage longue durée, ouais, alors s'il est en chômage longue durée, il ne doit pas être terrible. Non, je ne vais pas le recevoir. Eh bien si, justement, essayer de savoir qu'est-ce qu'il a derrière. Ça paraît idiot, mais encore fallait-il le dire et le dire aux entreprises. Proposition numéro 2, renforcer l'intégration des collaborateurs en précarité dans l'entreprise et son environnement. Vous verrez tout à l'heure, je vous parlerai de l'opération Mode d'emploi et qui a été lancée en Rhône-Alpes par le MEDEF, et on s'est aperçu que dans certains départements, on avait un taux de réussite inférieur à la normale, c'est-à-dire que le taux de réussite de mode d'emploi, je vous expliquerai ce que c'est de l'ordre de 60 à 70% sur les 8 départements. Et bien il y a un département, que évidemment je ne nommerai pas, et lui il a un taux de réussite de 30%. Donc c'est vraiment la cata. On a essayé de voir un petit peu pourquoi, et en fait on s'est aperçu que les personnes qui avaient été amenées par les gens du MEDEF à l'entreprise arrivaient comme des cheveux sur la soupe, qui n'avaient pas de tuteur et qui étaient complètement paumés, et pourtant c'était des gens qui étaient entre guillemets employables. Donc on s'est aperçu qu'il y avait tout un travail de formation dans l'entreprise et de dire à l'entreprise, si vous voulez garder des gens, eh bien, ils sont un peu plus fragiles que les autres, vous avez pris le risque de les prendre, c'est bien, mais il faut aller un peu plus loin, il faut les accompagner, et il faut se rendre compte qu'il a un environnement. Entre autres, vous savez très bien, et je crois que vous en avez parlé tout à l'heure, le droit au logement. Vous embauchez quelqu'un et il n'a pas de logement. Vous pouvez être sûr qu'il est complètement précaire et qu'il ne pourra pas rester dans l'entreprise si on n'arrive pas à le loger, à lui trouver un logement décent. Donc, ça fait partie du rôle de l'entreprise de s'occuper de l'environnement de la personne précaire. Troisième proposition, je croyais que vous vouliez faire un commentaire. Coacher plus particulièrement le collaborateur en grande précarité. Ça, c'est
quelque chose que l'on a essayé de mettre sur pied au Conseil régional il y a de ça une dizaine d'années, et parce que j'ai été au Conseil régional, et on a eu un plan TOS absolument phénoménal. On était parti du principe qu'il y avait un gisement d'emploi important chez les artisans. Je ne veux surtout pas stigmatiser les artisans, mais il y avait il y a à peu près 100 000 artisans sur Rhône-Alpes, et on se disait que si un artisan embauchait une personne, ça faisait 100 000 emplois, c'était quand même assez extraordinaire. Oui, mais ce sont des gens précaires, donc il faut rassurer l'artisan, et on avait mis sur pied, donc sur 92, 93, on avait mis sur pied une subvention pour l'artisan qui consacrait ou nommait quelqu'un pour consacrer du temps pour qu'il soit le parrain de la personne à insérer. On a lancé ça, on a testé ça, on devait tester ça sur 1 an, et je vous passe sur les problèmes, les problèmes administratifs, puisque c'était la région qui donnait une subvention, donc à ce moment-là, il devenait employeur, etc. Bref, on était arrivé avec la préfecture à trouver des solutions, et on a eu, on va dire, ça a démarré tout petitement, allez, 50 propositions d'artisans qui disaient, moi je prends, je suis d'accord, la subvention, d'accord, oui, on va être pas. Ah bon, mais on peut savoir un peu, sur les 50, il y avait 40 artisans qui étaient les tuteurs de leur fils. On a arrêté, bien sûr. Mais, vous voyez comme on peut dévoyer le système, malheureusement. Et donc, si vous voulez, on reprend cette idée, et je pense que les entreprises d'une certaine taille, bien sûr, l'artisan s'aperçoit que c'est un petit peu difficile, c'est l'exemple que je donnais, mais les entreprises de certaine taille peuvent et ont les moyens de demander à un de leurs cadres ou agents de maîtrise de prendre en main. Et l'exemple du mode d'emploi et du département qui avait 30%, on a convaincu les chefs d'entreprise qui jouaient le jeu de mode d'emploi, et bien ce département a rejoint le peloton de 60%. Donc c'est bien, on a eu une preuve positive. Proposition numéro 4, c'est concilier flexibilité et sécurité des parcours professionnels. C'est-à-dire que quand on prend quelqu'un qui est en précarité et qu'il est coaché, il est bien évident qu'il faut le suivre et faire en sorte qu'il trouve sa place. S'il trouve sa place, il sera, entre guillemets, beaucoup plus épanoui. Il est gagnant, et l'entreprise sera gagnante, puisque, entre guillemets, étant épanoui, il sera bien dans sa peau, et il sera plus, 2 points, c'est un vilain mot, mais il faut bien l'employer, il sera plus productif. Donc c'est gagnant-gagnant. C'est un petit peu tout le fil conducteur de ce livre, c'est ce qui est réussi, ce qui est bon pour les gens en insertion, doit être aussi bon pour l'entreprise. 5e proposition, c'est, alors là encore, mais il y a toute une série de détails et d'exemples, c'est la formation. Il est important que les gens qui arrivent dans l'entreprise, d'abord bien sûr ils ont envie de travailler, ils sont employables, et ils ont atteint ce qu'on appelle le seuil d'employabilité. Je vous donnerai quelques exemples après comment on peut faire, bien que vous savez tous comment on peut faire, mais faire en sorte que la personne puisse suivre un parcours dans l'entreprise et qu'il puisse trouver sa place, parce que là encore, grâce au coach, il aura trouvé sa place et il sera beaucoup plus épanoui. Proposition numéro 6, c'est là où je vais peut-être un petit peu m'étendre, c'est les structures d'insertion par l'économie. Les structures d'insertion par l'économie sont un outil qui est absolument indispensable. Et j'œuvre, puisque j'étais administrateur de l'UREI pendant un certain temps,
Et j'œuvre pour faire en sorte que ces deux mondes, le monde de l'insertion par l'économie et le monde de l'entreprise, non seulement se parlent, mais trouvent des partenariats. Et là, l'entreprise a un rôle extrêmement important à jouer. On est déjà pratiquement arrivé à faire sauter un premier verrou que vous avez sûrement entendu. Si vous êtes chef d'entreprise de structure d'insertion, oui, mais les structures d'insertion, c'est la concurrence déloyale. Moi, j'ai eu à faire ça avec les syndicats professionnels du bâtiment, et chiffre à l'appui, les structures d'insertion en Rhône-Alpes dans le bâtiment, c'est le chiffre d'affaires, c'est 1 pour 10 000. Alors, 1 pour 10 000, d'accord, ça enquiquine le maçon qui voulait refaire la cage d'escalier des HLM de la Duchère, mais c'est 1 pour 10 000. Donc il faut quand même remettre bien les choses en place. Par contre, il est bien évident que si l'on veut que ça marche, il faut que les structures d'insertion par l'économie aient du travail. Et que si c'est pour tourner en rond et pour garder, parce qu'ils arrivent à remettre au travail des gens bien, donc ils les gardent, la structure d'insertion ne fait pas son boulot, ce n'est pas un SAS. La structure d'insertion doit être un SAS. Pour ça, il faut qu'il y ait une entrée. Ça, c'est, j'allais dire, les professionnels de l'insertion qui alimentent en personnes qui ont envie de se remettre au travail. Et puis, il faut qu'il y ait surtout une sortie. C'est-à-dire qu'il faut que les entreprises embauchent les gens qui sortent des structures d'insertion. Donc, créer des partenariats, et on y est arrivé avec le bâtiment, où il y a certaines entreprises du bâtiment qui ont passé des conventions avec des structures d'insertion qui travaillent dans le bâtiment et qui prennent les gens qui sortent de chez eux systématiquement. Donc là, il y a une responsabilité importante de l'entreprise et on a beaucoup insisté. La seule chose, c'est que, vous savez, j'essaye de dire qu'il n'y a pas un fautif. Il n'y a pas un fautif, nous sommes tous solidaires et on fait tous plus ou moins bien notre travail. Exemple personnel, j'ai, évidemment, compte tenu des responsabilités que j'avais, je ne pouvais que donner l'exemple. Et dans les années 95-96, vous savez, pour ceux qui sont des accros du football, ils connaissent le stade de Gerland. Et dans le stade de Gerland, vous savez, il y a les deux virages qui ont été couverts pour augmenter les places et qui ont été couverts par de la toile tendue. Et c'est ma société qui a eu ce marché, c'est-à-dire il s'agissait de monter à 30 mètres de haut 4500 mètres carrés de toile par 9 éléments de 500 mètres carrés, sachant que la toile pèse aux environs de 1 km carré, donc vous voyez un peu le boulot assez passionnant à faire. Et mon entreprise, qui est relativement modeste, j'avais pas le personnel pour pouvoir faire ce one-shot, ce coup. C'était un chantier qui allait durer à peu près 3 mois. Donc je suis allé voir une structure d'insertion et par l'économie que je connaissais, et j'ai dit il faudrait que vous m'envoyiez une quinzaine de personnes pendant 3 mois, puisque c'était une structure qui faisait de la mise à disposition de personnel. Et donc on m'a envoyé 17 personnes. Eh bien, j'ai failli avoir une grève de la part des gens de chez moi, donc au niveau chef d'atelier, au niveau responsable, parce qu'on a eu, sur les 17 personnes, on a eu 15 clampins, je dis bien clampins, c'est-à-dire des types qui n'avaient pas été reformés, qui n'avaient pas envie de travailler et qui sont venus, qui ont failli foutre en l'air le chantier. Donc évidemment, ils m'ont dit, Monsieur Brochier, avec votre côté soi-disant judéo-chrétien, social, etc., allez vous faire voir, si vous voulez foutre la boîte en l'air, vous n'avez qu'à continuer. Donc, vous voyez la contre-performance. Alors, ça m'a permis d'aller voir le patron de la structure d'insertion et de dire, je pense que tu pourrais peut-être t'occuper un peu de formation des gens et de mettre à la disposition des entreprises des gens qui ont envie de travailler. Donc, on a chacun notre rôle à jouer. Les structures d'insertion par l'économie doivent. Et
on est arrivé à mobiliser un certain nombre de chefs d'entreprise à Lyon et un peu dans la région en disant il faut que nous, chefs d'entreprise, on accompagne ces structures d'insertion. Donc c'est aussi une idée qui est développée. On essaye de parrainer des structures d'insertion et de voir comment on peut aider ces structures d'insertion à avoir des marchés, à gérer, parce qu'ordinairement ces structures d'insertion sont dirigées par des gens qui sont d'une générosité remarquable, mais qui n'ont peut-être pas toujours les notions économiques qui font qu'ils peuvent s'en sortir économiquement parlant. Ou alors ce sont de grands économistes, et à ce moment-là, le social, il le passe un peu de côté, et on retombe à l'exemple précédent, où ils ont du personnel qu'ils ont tellement bien formé, tellement bien gardé, qu'ils les gardent, et que ça devient une entreprise normale. Donc là encore, il faut voir comment on peut les aider en disant, mais si c'est une entreprise normale, arrêtez de toucher des subventions, et puis essayer de devenir une entreprise classique, et puis nous, avec l'argent qu'on récupérera, on fondera une autre association. Donc, si vous voulez, je crois que là aussi, le rôle de l'entreprise est important, d'être à côté des structures d'insertion et de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Proposition numéro 7, c'est mobiliser les réseaux des entreprises contre la précarité et l'exclusion. Numéro 8, adopter une approche contractuelle. Je peux vous dire que personnellement, dans le groupe, j'étais pas très partisan parce que vous lirez, il n'y a que 3 ou 4 paragraphes, ça fait partie de ce que j'appelle les vœux pieux. Il faut absolument que l'on s'occupe de l'insertion. Ok, salut, au revoir, ou suivant. Non, il faut des faits concrets, il faut faire en sorte qu'on ait des exemples, et si on a des exemples et que ça marche, eh bien, à ce moment-là, on peut faire boule de neige. Mais dire, on va mobiliser les chambres de commerce, bon, très bien, enfin, les chambres de commerce, elles ne sont pas payées pour faire de l'insertion professionnelle. On va mobiliser les syndicats. Oui, très bien, mais discuter avec les syndicats, quand vous leur dites, on va, dans telle entreprise, on va intégrer telle ou telle personne, oui, mais attendez, on est en train de mettre en cause notre emploi, etc. Donc, je veux dire par là que chacun défend son précaré. Alors, je terminerai par là, puisque vous m'avez dit de regarder l'heure, je terminerai peut-être par une expérience réussie qui est citée dans le livre et qui s'appelle Mode d'emploi, qui est un service du MEDEF Rhône-Alpes que l'on a monté, je crois que c'est dans les années 92. Donc qui a maintenant 14 ans d'existence et qui consiste à identifier par des chargés de mission dans l'entreprise les besoins en personnel de basse qualification dans l'entreprise. On ne va pas mettre pour conduire une machine à tisser, on ne va pas mettre un polytechnicien. On va mettre quelqu'un à qui on va apprendre à regarder comment marche un métier à tisser, c'est pas très compliqué. On va pas mettre un bac plus 2 à creuser des trous. Bref, donc le chargé de mission, il y en a 12 sur Rhône-Alpes, va dans l'entreprise et va identifier les besoins du chef d'entreprise. Après, il se retourne vers les partenaires. Les partenaires, c'est la NPE, les partenaires, c'est les missions locales, c'est les structures d'insertion, donc tout le réseau que l'on a, et voilà, voilà le profil, on cherche quelqu'un comme ci, comme ça. À la suite de quoi, donc on sélectionne les gens qui devraient être les plus adaptés au poste que l'on a décelé, et puis on l'emmène dans l'entreprise et on demande au chef d'entreprise un coach. C'est-à-dire c'est exactement tout ce qui est marqué là-dessus. On demande un coach. Attendez, on mettra Monsieur X dans votre entreprise si vous nous assurez qu'il sera suivi. Oui, il sera suivi. On peut rencontrer la personne qui va le suivre. Donc on rencontre la personne qui va le suivre.
Vous savez, cette personne a un problème important, c'est qu'à l'heure actuelle, elle vient de se séparer de son épouse, il est foutu à la porte, il faut absolument que vous arriviez à trouver un endroit pour le loger, etc. Il n'a pas de moyens de locomotion, est-ce que vous ne pouvez pas lui prêter une mobilette? Je veux dire par là qu'on fait l'environnement et on va jusqu'au bout. Et puis, une fois qu'il est dans l'entreprise, eh bien, on va dire pendant la première semaine, le chargé de mission le voit entre 1 et 2 fois, pour savoir si le type s'adapte bien, et on voit lui, on ne voit pas le chef d'entreprise, on voit lui, et puis après on fait le bilan avec le chef d'entreprise. Donc vous voyez, c'est un boulot qui est relativement important, mais les chiffres sont là. Sur l'année 2005, les chargés de mission, donc les 12 chargés de mission, ont prospecté 9000 entreprises, c'est sur Rhône-Alpes, 9000 entreprises. On a analysé 11 192 postes, donc qui nous ont été proposés. On a reçu pour ces postes 2429 personnes et on a placé 547 personnes. Parce qu'il y a des gens qui refusaient, il y a des, etc. Bref, je vais dire c'est normal, mais on a placé en 2005 547 personnes, dont 246, c'est-à-dire à peu près la moitié, en contrat à durée indéterminée. On a placé pratiquement 30% de jeunes sans qualification parmi ces 547 et 45 personnes, c'est-à-dire donc moins de 10% de personnes de plus de 50 ans. On a une expérience, si vous voulez, qui est relativement optimisante, c'est-à-dire que quand on veut s'en occuper, l'entreprise est ouverte, l'entreprise est prête à faire la démarche, et la personne à insérer, et bien qui a envie de s'en sortir, il est bien évident que c'est celle-là qu'on aide. On ne sait pas, et dans ce livre, vous le verrez, on ne sait pas s'occuper du SDF qui ne veut pas travailler. Ça, on ne sait pas faire. Voilà.